Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un tout petit peu particulier. Il s'est passé la semaine dernière. On était le mercredi 29 mars 2023. Le premier petit déjeuner du panier qui était organisé à Bordeaux avec mon équipe qui m'a beaucoup aidé pour l'organisation. Il y avait Julia, Simonetta, il y avait Audrey Singh, il y avait Anouk et Orlan qui sont les productrices du panier. Bref, c'était l'occasion de réunir une grosse quarantaine de personnes, on était entre 40 et 50, auditeurs, invités, anciens invités évidemment du panier, dans un endroit à Bordeaux pour leur permettre de se rencontrer, de se découvrir et d'échanger. Alors c'était le premier, je l'espère, d'une longue série. On prévoit bientôt un petit déjeuner à Paris, un apéro des anciens invités aussi au bureau chez Cosa Vostra. D'autres sessions sont à venir dans d'autres villes en France. Bref, l'idée c'est de donner un peu de profondeur au panier et pour que vous ne soyez pas seulement là de l'autre côté de votre oreillette à m'écouter, mais que vous puissiez aussi rencontrer les invités du panier, mais aussi d'autres auditeurs. Alors ça s'est vraiment super bien passé, comme je le disais, on était une grosse quarantaine. On devait faire ça de 9h à 10h30 et je crois qu'on a fait un 8h30 midi tellement c'était intéressant. J'ai eu énormément de bons retours et notamment des auditeurs qui me disaient qu'ils avaient enfin pu rencontrer des entrepreneurs qu'on ne voit pas forcément souvent sur la scène bordelaise. Il y a plein d'autres clubs super qui existent, mais là ça permettait de donner un peu plus de profondeur peut-être, un peu plus de diversité aussi, puisqu'on était presque à 60% femmes, 40% hommes si je dis pas de bêtises sur cet événement. Bref, c'était vraiment très cool, plein d'échanges ont eu lieu et surtout des échanges constructifs d'un point de vue business. Alors je ne vais pas vendre la peau de l'ours, mais je crois savoir qu'il y a 2 collaborations qui sont en train de se construire et qui sont issues d'une rencontre lors de cet échange. Il y a aussi des entrepreneurs qui étaient en lancement, qui ont trouvé plein de pistes pour pouvoir avancer et débloquer des choses. Bref, c'était vraiment super sympa. Et je me suis assis avec une dizaine de ces entrepreneurs que vous avez pour certains déjà entendus sur le panier, d'autres que vous allez découvrir pour des entretiens très rapides, on parle de 5, 7, 8 minutes avec des questions assez simples. Déjà qui se présentent, quel a été l'événement marquant des 12 derniers mois pour eux, quels sont les challenges qu'ils voient sur les 12 prochains mois à venir, et surtout est-ce qu'ils ont un tips à partager, un conseil, quelque chose qu'ils ont appris, découvert au cours des derniers mois et qui pourrait vous, chères auditrices, chers auditeurs, vous servir dans les heures, dans les minutes, dans les mois qui viennent. J'ai enregistré ces petits entretiens lors du petit déjeuner, donc je vous prie par avance de m'excuser pour les sons, mais c'est il y a les sons d'un bar et des discussions autour de nous, mais normalement vous devriez tout entendre et tout comprendre sans aucun problème. Bref, j'espère que cette petite série d'entretiens vous plaira. J'espère aussi vous rencontrer quand on fera des apéros ou des petits déjeuners du panier à Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, partout où on en sentira la demande. Bref, j'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à me le dire sur LinkedIn, Laurent Kretz, vous savez où me trouver. Bonne écoute, salut. Salut Laure, tu es ma première invitée ce matin au micro du panier pour ce live pendant le premier petit déj du panier. Exactement, ça va et toi? Est-ce que tu peux te présenter rapidement et présenter Émilie Spilot à nos auditeurs? Émilie Spilot, première marque de linge de nuit en soie. Donc avec notamment les thés d'oreiller en soie, mais également des pyjamas, des nuisettes, des caracos, des eye masks. Donc voilà, ça fait 3 ans qu'on existe maintenant. Et tu es l'épisode le plus écouté à date du panier, donc c'est un beau record qui n'a pas encore été égalé à date. Chères auditrices, chers auditeurs, j'en parle souvent de cet épisode, mais je vous invite à le retrouver. Vous cherchez Émilie Spilot sur le panier et vous le trouverez. Épisode 133. Ouais. Raconte-moi ton plus gros challenge ou l'événement marquant des 12 derniers mois. Oui, alors événement marquant, c'est le début d'Émilie Spilot en retail B2B. Ok. Voilà. Donc on est rentré chez 2 magasins, donc Sauvage Poésie et après Siguar. Pardon. À Bordeaux? Non, ils ont plusieurs points de vente. Okay. Donc je suis rentrée chez les 2 et ça se passe bien. Et ça fait combien de points de vente? Là, actuellement, ça fait 8. Ok, un apprentissage sur cette rentrée? Je dirais que vraiment la présentation des produits, importante. Présentation des produits sur le retail en physique, ouais. Ok. Ton plus gros challenge ou tes plus gros challenges sur les 12 prochains mois? Alors, retrouver de la marge, parce que les coûts ont été bien grignotés ces derniers temps. Donc, retrouver de la marge et conserver ma trésor, voire l'améliorer. Et comment tu vas faire pour retrouver de la marge? Bonne question. Là, je suis en égo avec mes fournisseurs déjà pour commencer. Et après, optimiser les coûts aussi publicitaires. Ok.
Voilà. Ça faisait partie des sujets qu'on avait abordés dans cet épisode. Comment tu t'étais lancé très rapidement en acquise, Oui. avant même le lancement ou au moment du lancement. Et ça avait été effectivement un gros vecteur de croissance pour toi. Comme tout le monde, on a pris un coup sur les coups d'AC au cours des 2 dernières années, on va dire, des 18 derniers mois. Quels sont tes relais du coup? Alors les relais, alors ça c'était un petit peu dans les tips après, mais les relais en effet ça a été beaucoup de me servir de ma communauté, donc notamment l'email. Et ça a été aussi, alors en fait j'ai repris Facebook Ads moi-même parce que les coûts d'agence ou les coûts, voilà, donc j'ai décidé de reprendre Meta, donc je le fais moi-même et avec mon équipe on fait des vidéos et on monitore. Par contre Google Ads je l'ai laissé déléguer. Au début, tu le faisais toi-même, tu faisais tout toi-même. Oui. Alors, ce qu'on apprend, je vous fais un teaser pour cet épisode qui est très cool, c'est que tu viens d'un autre univers complet et en l'espace de 6 mois, tu t'es formé sur YouTube avec des tutos, avec des sites à l'acquisition. Et c'est toi-même qui a lancé l'acquisition pour Émilie Spilot au début. Oui. Comme quoi, c'est accessible si on s'y met, si on s'accroche et qu'on, voilà. Mais donc, tu l'avais externalisé ensuite? Et ensuite, je l'ai externalisé parce que c'est quand même assez chronophage. Ok. Donc voilà. Mais aujourd'hui, de toute manière, je garde un pied dedans parce que avec mon accompagnement de marque, de toute façon, je les forme à Meta. Et là, je me suis dit, reprends-le parce que dépenser 1 000 € en fait sur des coûts d'acquisition qui sont à peine rentables sur mes ROAS, je préfère le faire moi-même et garder la main là-dessus. Voilà, parce que techniquement, ça me semble accessible aussi. Donc voilà, j'ai gardé cette partie-là. Par contre, Google Ads, j'y comprends rien, donc je l'ai délégué. Tu l'as complètement délégué. Ouais. Ok. Et donc ton tip pour les auditrices, les auditeurs qui nous écoutent, un truc que tu peux partager, qu'on peut mettre en application dans 10 minutes. Ouais. Là, ce qui m'est venu, alors dans 10 minutes, c'était plutôt l'omnicanalité, c'est mettre une stratégie d'omnicanalité. Okay. Parce qu'en effet, c'est ce qui m'a aussi un peu sauvé cette année là, c'était de dire que Meta s'est cassé la figure. Enfin de mon côté en tout cas sur les ads, c'était plus du tout les mêmes ratios que pendant le Covid. Donc ce qui m'a aidé, c'est d'avoir une belle communauté email et de vraiment optimiser les emails aussi. Donc tout l'email automation, les newsletters et ça m'a aidé à conserver de la marge. Tu le fais toi-même? La newsletter, je la délègue. Après automation, je l'ai fait un peu en one shot moi-même et tous les mois, je passe voir comment optimiser. Ok. Sur quel outil? Klaviyo. Tu es sur Klaviyo. Ok. Tu étais sur Shopify. Tu es toujours sur Shopify? Et toujours sur Shopify, bien sûr. Ok. Donc l'email automation. Tu as combien d'emails dans ta base? J'en ai plus de 30 000 maintenant. Ok. Ouais. D'accord. Et combien de scénarios? Alors j'ai environ, j'ai 4 scénarios, je crois. Quel est le scénario qui marche le mieux, dont tu ne pourrais pas te passer? Oui, je repasse sur le grill en fait en 5 minutes. Allez. non, mais en fait le scénario, je pense, panier abandonné, ça c'est vraiment l'indispensable. Après la welcome series, c'est pas mal aussi. Donc les gens qui ne vont pas acheter, qui ne font pas de panier abandonné, mais qui s'inscrivent juste à la pop-up. Donc ça peut aussi convertir. Tu connais ton taux de transfo sur la pop-up? Ouais, je suis à 6%. Donc sur 100 affichages de la pop-up, il y a 6% d'emails qui sont pas mal. J'ai fait un A/B testing sur Klaviyo. Ça aussi, c'est fait des A/B testing sur Klaviyo. C'est vraiment assez puissant. Ok. Pas mal comme ratio. Cool. Tu fais de la marketplace un petit peu? Là, j'y vais. Je suis en train de développer, donc notamment via Miracle, avec l'aide notamment de Julia, parce que vous êtes là-dessus, qui m'aide aussi qui m'a dit écoute, va sur Miracle. Elle ne m'avait pas dit, la petite cachotière. Donc Julia, c'est notre directrice e-commerce. Exactement. Julia Simonetta. Julia@cosavostra.com. Et qui m'a donné ce bon tip de me dire va sur Miracle parce qu'ils peuvent te mettre en place avec des grosses marketplaces au niveau international. Et en effet, c'est ce qui est en train de se passer. Donc voilà, ça pourrait être aussi un deuxième tips. Excellent. Laure, merci infiniment. On co-organise ce petit déjeuner. J'espère qu'il y en aura encore plein d'autres. Ouais, avec plaisir. Si, chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes à Bordeaux, il y en aura à Paris, mais si vous êtes à Bordeaux, faites-nous signe. On en refera bientôt. Super. Je te remercie, Laurent. Merci, Laure. Salut Eric, ça va? Salut Laurent, ça va très très bien. Alors Eric, vous l'avez déjà entendu sur le panier puisque tu es passé à mon micro il y a peu. Tu es le cofondateur avec ta femme Agnès de Simone à Bordeaux. C'est quoi Simone? Exactement, je suis donc Eric Tardy, cofondateur de la marque Simone à Bordeaux. C'est une marque de bijoux colorés en métal émaillé, facile à porter, destinée à toutes les femmes et à tous les hommes qui veulent offrir à leurs femmes. Formidable. Et avec une histoire qui est assez incroyable et surtout très touchante que je vous invite à écouter. Vous retrouverez l'épisode dans le flux du panier. Vous cherchez Simone à Bordeaux, Eric, et vous le retrouverez. Eric, est-ce que tu peux me parler d'un événement marquant, alors pour Simone à Bordeaux ou dans l'univers e-commerce qui t'a marqué sur les
un événement marquant qui t'a marqué, c'est un beau pléonasme, sur les 12 derniers mois. Je vais parler plutôt de Simone à Bordeaux. Vas-y. Nous, 2022, ça a été que de la nouveauté. C'est-à-dire qu'on a eu des nouveaux bureaux, comme nous sommes en direct de Bordeaux. J'annonce qu'on est 44 allées de Tourny, avec un super showroom qui marche de mieux en mieux. Qu'on ira Plus voir en plus après de Bordelais et de vacanciers de passage à Bordeaux viennent nous voir, viennent nous visiter, viennent acheter nos produits au sein de nos bureaux. C'est très sympa. Donc, nouveaux bureaux, nouveau showroom, nouveaux clients, puisqu'on a atteint la barre des 30 000 clients sur notre e-shop. Génial, félicitations. Nouveaux revendeurs partout en France, parce qu'on est passé de 30 à 230 revendeurs. La dernière fois, quand on s'est parlé, ça faisait partie des objectifs. Et nouvelle équipe, parce qu'on est parti de... Attends, 30 à 230 en l'espace de quelques mois, parce qu'on a enregistré il y a pas longtemps, là. Exactement, ouais. Ok, comment t'as fait? Avec un agent qui a été assez performant, et puis une désirabilité de la marque, une attractivité qui a été hyper forte. Elle est hyper chaude, on a des demandes entrantes tous les jours, on traite 10 par jour en ce moment. Ok, quel poids du coup entre l'e-com et les 230 points de vente, tu m'as dit 200 points de vente. Ouais, 230 points de vente, dont 32 Galeries Lafayette. Donc on a en répartition aujourd'hui, on fait 50% e-commerce, 30% wholesale. Ok. 10% notre showroom. Votre showroom, ok. Donc tu m'as dit 50-30-10 pour l'instant, c'est ouais, ça? Ça laisse des belles perspectives d'ouverture de boutique. Ok. À Bordeaux, j'espère. Et 10% BM, Bon Marché, puisque finalement Bon Marché, l'année dernière, fait marquant de l'année dernière aussi, on y était invité en corner éphémère et on est resté toute l'année. Et on revient cette année, à partir du 29 avril, on s'y réinstalle jusqu'à la fin de l'année. C'est dingue parce que, alors c'est une évidence pour tout le monde, on enfonce des portes ouvertes sur le panier parfois, hein, mais l'omnicanalité c'est clé pour survivre dans cette période qui est un peu compliquée pour les commerçants et e-commerçants, non? Moi, je trouve que c'est clé. Ça nourrit tous les canaux se nourrissent les uns des autres et ça crée une dynamique hyper forte. Et on le voit. On a fait un questionnaire produit récemment. On voit que 20% de nos clients se recommandent les uns avec les autres en bouche à oreille. Mais après, deuxième lien, c'est les boutiques. Donc les clients nous voient en boutique et viennent après sur notre e-shop. Donc c'est pas forcément l'e-shop qui est le plus fort pour recruter aujourd'hui. Même si on fait beaucoup d'ads, ça nous coûte très cher, mais le wholesale est encore un levier important. Excellent. Je fais une série spéciale sur le sujet, une série spéciale retail. J'ai reçu 900 Care, j'ai reçu Cabaya, j'ai reçu Morphée. On va recevoir Monsieur Moustache bientôt. Je vous invite à l'écouter, chers auditrices, chers auditeurs, ces acteurs qui nous livrent tout, qui ouvrent le capot. Avec Cabaya, on parlait de coûts de revient et marge en fonction des différents canaux multiples nécessaires. C'est une série qui est hyper intéressante. Enfin, je trouve en tout cas que je vous recommande. Je l'ai écouté, j'ai écouté le podcast de Cabaya qui était hyper intéressant, c'était vraiment génial. Et c'est vrai que, alors pour le wholesale, je fais partie du DNC, la Digital Native Club. Il y a eu un super talk la semaine dernière du fils Jonac qui a repris la marque Jonac. Marcel, un mec génial, ouais. Et qui a clairement dit pour aller en wholesale, il faut quand même avoir un peu des marges. Donc si on fait pas 80% de marge de brut au départ, c'est pas la peine de penser d'aller au wholesale. C'est exactement ce qu'on se dit avec Morphée, Cabaya, Emilien et Charlie, c'est un x7 en gros. Prix de revient x7, c'est le prix de vente en wholesale pour avoir des marges correctes. Ouais, parce que les boutiques nous en tout cas sur notre secteur de la mode et de l'accessoire, les boutiques nous demandent 2,5 de coef, donc il faut calculer rapide. Ton ou tes plus gros challenge sur les 12 prochains mois? Alors mes plus gros challenges pour la France, c'est d'atteindre 100 000 clients sur notre e-shop, 400 revendeurs. Donc x3 sur l'e-shop. Ouais. Ok. Alors ça va passer par la refonte totale de notre e-shop. On travaille avec Pika ici à Bordeaux, qui va nous aider avec un agence Shopify qui va nous aider à mieux le développer, à améliorer l'UX, etc. pour qu'on ait un meilleur taux de conversion. Et ça passera aussi par le rebranding de la marque, c'est-à-dire qu'on va renforcer le storytelling. Donc, par rapport à l'histoire que tu connais et la jeunesse de Simone à Bordeaux liée sur l'histoire de la maladie de ma femme, on va essayer de commencer à se détacher un peu de ça, tout en gardant l'ADN, pour essayer de montrer que cette marque peut vivre sans son histoire aussi, qui est liée à sa maladie. Et autre challenge en France, c'est obtenir un corner permanent au Bon Marché. Je fais un appel pour le Bon Marché s'il nous écoute. 2023, on veut rester, on veut plus être éphémère. Et puis l'international, donc on s'est fait accompagner. On a eu en début d'année
une directrice commerciale spécialisée en wholesale international qui est venue nous faire une strate de développement. Et donc aujourd'hui, on va ouvrir la Belgique, la Suisse dès la fin de l'année. Le UK, on a un agent commercial au UK qui a déjà pris quasiment des précommandes. Elle nous prévoit de nous introduire dans 40 boutiques au UK. Excellent. Et l'Espagne, parce que on a eu un appel du pied de Corto Inglés, qui est un peu l'équivalent du Bon Marché, qui aimerait nous accueillir chez eux. Donc on est super contents. Je l'aurais pas mis au niveau du Bon Marché, j'aurais mis au niveau plus. Enfin, ok. Très bien. Non, mais c'est pour les Espagnols, c'est pour nos amis espagnols. Je suis quand même. Formidable. En tout cas, c'est comme ça qu'elle nous a trouvé. L'acheteuse du Corto Inglés nous a trouvé au Bon Marché. Mais le Bon Marché, on l'a vu dans pas mal d'épisodes, est un ambassadeur, prescripteur de votre marque pour se faire connaître. Si vous êtes référencé au Bon Marché, il y a plein d'acheteurs qui viennent s'inspirer au Bon Marché, d'acheteurs internationaux, de distributeurs, d'agents, s'inspirer au Bon Marché pour trouver les marques à dénicher, à revendre. Exactement. Cool. Est-ce que tu as un tips à partager à nos auditrices, nos auditeurs? J'ai un tips RH, talent. On va dire que plus on grossit, plus on recrute. On est passé de 4 à 14 personnes aujourd'hui. Pas que des salariés, hein. Il y a des alternants dedans, il y a aussi des stagiaires, mais ça reste des ressources humaines, ça reste des équipes à gérer. Oui, ça reste des collaborateurs. Et ça reste des problématiques, autant de collaborateurs que de problématiques managériales. Donc moi j'ai une phrase que j'aime bien qui s'appelle: si vous ne trouvez pas de solution à votre problème, c'est que vous faites partie du problème. Mais c'est un peu dur ça. Alors c'est un peu dur, mais c'est quand même positif parce que ça veut dire qu'il faut trouver les ressources en soi pour essayer de se dépasser, essayer de sortir un peu de sa zone de confort pour essayer de trouver des solutions et pas toujours attendre de son N+1 de le faire. Ouais, en gros, voilà. Sors-toi les doigts et puis du coup je compléterai par une phrase de Tchekhov qui est hyper importante parce que c'est pour contrebalancer ce que je viens de dire. C'est être juste d'abord, le reste viendra de surcroît. Donc moi j'essaie d'être juste le plus possible avec eux, avec elles, parce que j'ai 80% de femmes aujourd'hui, mais j'essaie d'être le plus juste possible avec elles et je pense qu'elles en sont reconnaissantes parce que du coup ça marche bien. Ok, tu as dit être juste d'abord. Être juste d'abord, ouais. Le reste viendra de surcroît. Le reste viendra de surcroît. Phrase de Tchekhov. Merci Eric. Merci beaucoup et à bientôt. Salut. Salut Julie. Salut Laurent. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Alors, je suis Julie, la fondatrice de Coutume, qui est un multimarque de produits éco-responsables pour la maison, le quotidien de la personne. On propose des ustensiles de cuisine, de l'art de la table, des produits de bain, de soins, de la droguerie. L'idée, c'est d'avoir tout un panel de solutions éco-responsables pour accompagner les gens dans leur changement de consommation. Comment tu les sources ? Alors, on les source en France, en Europe. On teste vraiment tous les produits qu'on propose parce que l'important pour nous, c'est de proposer des solutions qui soient agréables à utiliser et satisfaisantes. Et on a envie de pouvoir les conseiller comme on les conseille à un bon pote. Avec sincérité. Avec sincérité. Donc du conseil. Donc vous retrouverez Coutume sur Instagram, c'est coutume.store et sur internet c'est coutumestore.com. Coutume, COUTUME. Alors c'est intéressant, tu as une boutique au Chartron, qui est un quartier un peu trendy de Bordeaux, mais qui reste un petit quartier, avec une incroyable rentabilité sur ta boutique, performance au mètre carré, tu me diras ça dans une seconde, et tu as lancé un e-shop et c'est l'événement marquant des 12 derniers mois. Bah oui, clairement. Donc ça faisait 4 ans qu'on avait ouvert Coutume et voilà, on avait atteint un bon niveau. On a une croissance assez dynamique de 40 à 50% par an depuis l'ouverture. Et là, on a atteint un peu un palier iconique, on va dire, de 500 000 euros à la clôture de notre précédent exercice. Et on s'est dit, ok, là, c'est le moment d'avancer sur le développement. Maintenant qu'on est bien stable, de penser à dupliquer le projet dans d'autres villes. Mais avant ça, on voulait se lancer sur le e-commerce. Et voilà. Et du coup, les 12 derniers mois, ça a été assez marqué par ce développement de e-shop qui a débuté au mois d'octobre et qui a été un peu fastidieux parce que voilà, moi j'avais très envie de le lancer en un mois, qu'il soit prêt
début novembre pour pouvoir bien gérer la période des fêtes et bénéficier de ce croissance d'activité. Et c'est vrai qu'en fait, on a été très très ambitieux. Les prestataires que j'ai choisis m'ont pas forcément annoncé que ça serait compliqué et on s'est retrouvés les mains dans le cambouis en décembre avec beaucoup de choses à gérer en boutique avec cette grosse activité, beaucoup de problèmes techniques sur le e-shop à gérer et ça a été un peu compliqué, mais maintenant on redescend et Tu es sur quelle solution ? Alors on est resté sur WooCommerce parce que voilà l'équipe qui s'en est occupée m'a préconisé cette solution pour que ça aille aussi plus vite comme le site était déjà natif de WooCommerce. Et les frictions que tu as rencontrées, c'était sur quoi ? Justement, je pense que c'est peut-être un peu dû à la solution. Moi, je suis vraiment à l'heure actuelle en maîtrise de pas grand-chose en termes techniques sur le site. Du coup, il faut forcément passer par un prestataire extérieur pour les gérer. Et ça, c'est assez frustrant parce que ça ralentit beaucoup les process en fait. Et ça nous permet d'être quand même... Enfin, ça met une petite latence. On ne peut pas être super réactive. Donc, ça a été un accouchement difficile. Un accouchement difficile, mais malgré tout, là, depuis 2 mois, on est hyper contente parce que tout est lancé. Le site, on en est satisfaite, même si je pense que quand on a le nez dessus, tout le monde... en tant que créateur, on peut se dire on voit les petits défauts, mais globalement la solution est quand même vraiment cool. J'aimerais pouvoir avoir un peu plus d'autonomie pour le gérer, mais ça viendra par la suite. Et la croissance sur le site est quand même vraiment cool puisque en janvier 2022, on était à peut-être sur notre petit site un peu vitrine 2 000 € et que là on est passé à 20 000 €, puis 25 000 sur le mois de février, donc c'est chouette, ça avance vite. Donc un runway à presque 300 000 sur les 12 prochains mois sur le site que tu viens de lancer, soit 50% de ton CA. Exactement. De la boutique. Alors, je l'ai dit tout à l'heure en intro, mais ta boutique au Chartron, elle fait une 50aine de mètres carrés efficaces. Ouais. 70 mètres carrés en tout, mais 50 mètres carrés sur la partie 55. client. 55 pour 500 000 € de CA. Ouais. C'est une super... C'est un beau ratio, 10 000 € par mètre carré. C'est un super ratio, ouais. On est hyper contente. Tu l'attribues à quoi ? Alors, je l'attribue vraiment aux nombreuses références qu'on propose. Je pense que les gens... moi, j'ai jamais été adepte des concept stores hyper minimalistes avec la petite bouteille de shampoing posée 4 mètres plus loin, un truc sur un cube blanc. Moi, j'ai toujours aimé le côté un peu droguerie à l'ancienne, tu vois, avec tout ce petit bazar disposé un petit peu partout. La profusion qui donne envie d'aller piocher. Et du coup, c'est ce que j'avais envie de faire. Je pense que les gens... ils passent vraiment du temps en boutique. En moyenne, entre... 10 et 20 minutes, ce qui est quand même énorme. Ok. Quelle est l'adresse que les Bordelais ou les... Alors, c'est au 79 rue Notre-Dame. 79 rue Notre-Dame, ok. Et donc, je pense que l'offre et la quantité de propositions, c'est clé dans la réussite du projet. Le deuxième point, c'est que depuis le début, on a toujours été très, très active sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, parce qu'on avait envie de pouvoir faire... beaucoup de vidéos contenu de démonstration de produits, d'utilisation de produits, ce qui est compliqué à faire en boutique parce que on n'est pas les Galeries Lafayette, on n'a pas des démonstrateurs à tous les étages, voilà. Du coup, on avait besoin d'un canal pour pouvoir faire de la démo et en fait, ça sert énormément en boutique. Je pense que le nombre... tous les jours, l'équipe de vente m'appelle en me disant « Ah là là, on a encore eu X personne qui est rentrée en brandissant son téléphone en nous disant « Il y a quoi sur cette vidéo ? On veut la même chose !» Et je pense que cette communication sur Instagram aurait autant d'impact vraiment sur la boutique physique. Je pensais que ça pouvait servir majoritairement que le digital, mais c'est pas du tout le cas en fait. Ok. C'est hyper intéressant et de marier les deux est objectivement une bonne strat, mais surtout une bonne stratégie sur les réseaux sociaux qui alimente ton trafic en boutique et potentiellement ton trafic en site plus tard. Tu as une 20aine de milliers de followers sur Insta, c'est pas mal. Tes chantiers ou tes enjeux sur les 12 prochains mois ? Alors, le premier chantier, je pense qu'il est...
Le premier chantier, je pense qu'il est principalement financier, parce que depuis le début, la rentabilité, ça a été un peu ma boussole. J'ai un peu le syndrome de la bonne élève. Quand je me suis lancée, j'étais là, ok, faut pas qu'on soit découvert jamais, faut qu'on soit rentable dès la première année. Et je me suis vraiment, j'ai été très très rigoureuse là-dessus, donc ça a été le cas. Sur la boutique physique, c'est une affaire qui roule. Enfin voilà, tout est cadré. C'est vrai que là, en me lançant sur le digital, la croissance s'accélère vachement et je vois que les enjeux de ce financier sont complètement différents et qu'il va certainement falloir qu'on trouve un peu plus de financement pour financer cette croissance justement, quoi. Ok. Donc aller lever des fonds ou prendre de la dette? Alors on essaye de prendre quand même un peu de dette parce que moi j'aime bien. Moi, j'ai toujours été pas mal accompagnée par ma banque, tout ça, donc on va voir jusqu'où on peut aller avec eux. Après, vu le contexte, je pense qu'il va falloir certainement qu'on se tourne vers d'autres partenaires, effectivement. Ok, compris. Est-ce que tu as un conseil à donner à nos auditrices, nos auditeurs qui nous écoutent et qui te découvrent ce matin? Alors mon conseil principal pour se lancer, je pense, dans l'entrepreneuriat, notamment dans le commerce, je pense que c'est de s'entourer d'une bonne équipe comptabilité, donc d'un bon cabinet comptable. Moi, j'en ai audité plusieurs avant de choisir le mien et j'ai vraiment trouvé un partenaire qui travaille avec moi comme s'il faisait partie de mon équipe, avec qui on fait des reportings chaque mois, on met en place des stratégies, on voit les points forts, les points faibles et on n'attend pas juste le 31 décembre pour se dire alors c'est la clôture du bilan, vous en êtes là, ça va pas. On a vraiment une bonne visibilité pour ajuster en fait toute notre strat en fonction de ces résultats. Cool, voilà. Un bon partenaire, savoir bien s'entourer. Merci Julie. Avec plaisir. Salut. Salut. Salut Chanaise. Salut Laurent. Comment ça va? Très bien, merci de m'accueillir. Est-ce que tu peux me présenter le laboratoire? C'est les laboratoires laboratoires de Biarritz. Oui. Écoute, c'est une marque qui est basée à Biarritz, qui a été créée en 2012. Et en fait, la particularité, c'est qu'on commercialise du coup des soins pour le visage, pour le corps. Et la particularité, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est sur le marché de la meilleure alternative dermocosmétique. La différence, c'est qu'en fait, on est ultra naturel. Nos produits sont certifiés bio. On est à base d'actifs issus du monde marin. Et on est aussi respectueux qu'efficace. Ça, c'est vraiment dans l'ADN de la marque. Voilà, le côté très respectueux et aussi tout le côté très efficacité. Vous avez une grosse dizaine d'années? Oui, non, une exactement. petite dizaine. Ça fait 12 ans, c'est ça? Oui, exactement. Ça a été créé en 2011. 2011. Oui. Donc ça fait 12 ans, effectivement, que la marque a été créée. Distribution omnicanal avec un beau mix. Exactement. On est à la fois distribué en retail, en pharmacie, en magasin bio. On est également effectivement sur le e-commerce avec un site qu'on détient donc sur la France et sur l'Allemagne, et on est évidemment aussi sur les marketplaces Lesquels? Les marketplaces, écoute, on est sur plein de marketplaces. Nous, ce qu'on appelle marketplace, c'est à la fois des e-retailers, c'est-à-dire par exemple des pharmacies en ligne, des magasins bio en ligne. Nous, ça, on considère que c'est du marketplace. On est aussi, par exemple, sur Amazon, sur La Redoute. On est sur des marketplaces, divers et variés. Et toi, ton rôle dans tout ça? Alors moi, je suis du coup responsable du digital pour les laboratoires de Biarritz. Je m'occupe aussi de la partie communication marque. Et mon rôle, c'est à la fois de faire en sorte, évidemment, qu'on génère du chiffre d'affaires, donc c'est de la conversion, et c'est aussi générer de la notoriété de marque. Ok. Le digital, c'est large. Oui. Enfin, ça peut être les réseaux sociaux comme la vente en ligne. C'est quoi? C'est tout. C'est tout. C'est tout. Donc les marketplaces, le site e-com D2C. Oui. Est-ce qu'il y a un site B2B aussi? Non, on va en avoir un on en aura un prochainement. Du coup, accessible uniquement pour nos revendeurs. Ouais. Donc oui, il y en aura un. Pour la prise de commande en ligne. Exactement. Vous êtes sur quelle plateforme? Sur quelle plateforme? Actuellement, en D2C, le e-com. On est sur du PrestaShop. PrestaShop. Oui. Et le site B2B, ce sera quoi? Ça restera sur du PrestaShop et ce sera un accès via le site B2C. Ok. Chères auditrices, chers auditeurs, si le sujet vous intéresse, je vous recommande l'épisode que j'ai enregistré avec Michael Ostruy de Project X Paris, où il détaille justement, je crois qu'ils font 20 millions sur le web en e-com, 5 en B2C et 15 du coup en B2B, et il m'explique comment il le fait. Top, t'es arrivé quand? Je suis arrivée au laboratoire de Biarritz il y a maintenant 5 ans et demi, d'abord sur des fonctions marketing et depuis l'année dernière sur des fonctions digitales. Ok, donc laboratoire de Biarritz, une marque à 12 ans, cosmétique bio, certifiée, qui marche bien. T'as des chiffres à me partager?
Oui, on est en croissance à 2 chiffres depuis maintenant pas mal de temps. L'année dernière, on était à 10% de croissance. Cette année, on prévoit environ 30% de croissance. Ok. Et donc, on est bien parti pour y arriver. Donc, on est content. Cool. Quel événement t'a marqué sur les 12 derniers mois ? Un événement qui m'a marqué sur les 12 derniers mois, lié à la marque, je dirais que ça a été tout le travail qu'on a fait sur la précision de notre positionnement de marque, le fait que ça ait aussi impacté du coup toute la communication sur l'identité visuelle de la marque. Et évidemment, ça a eu des impacts directs sur le digital avec du coup le retravail de notre stratégie de contenu sur Instagram par exemple, la stratégie aussi visuelle. Et donc évidemment, c'est ce positionnement. Mon rôle aujourd'hui, c'est de le diffuser vraiment sur tous les canaux digitaux sur lesquels on travaille. Comment vous avez travaillé le positionnement et du coup cette plateforme de marque ? Alors, on avait déjà une base assez solide et là, l'objectif, ça a été de tout remettre à plat. On a été accompagnés dans ce travail, évidemment. Et en fait, tout est parti de la marque et d'ateliers qu'on a fait avec nos collaborateurs et tous les collègues des laboratoires de Biarritz. Et en fait, on a reprécisé qui était la marque, quelles étaient ses valeurs, quels étaient son objectif, quels étaient ses objectifs. Et ça nous a permis d'arriver sur un positionnement avec une USP différenciante. Unique selling point, Exactement. Le facteur différenciant Exactement. unique de la marque. Donc vous êtes fait accompagner, ça a pris combien de temps ? C'est difficile un travail de plateforme de C'est marque. très difficile, ça a pris je dirais au moins 6 mois. Ouais, ok. 6 mois pour le faire, surtout que nous on était à la base aussi très respectueux de l'océan depuis la création et en fait c'est vraiment un comment dirais-je, un segment qui a été pris aussi par beaucoup de concurrence. Donc la difficulté, ça a été de se dire, ok, comment on se repositionne par rapport à ça ? Nous, ça fait partie de notre ADN de marque, mais comment on va plus loin ? Et en fait, c'est comme ça qu'on est arrivé au fait d'aujourd'hui de dire qu'on est la meilleure alternative dermocosmétique ultra naturelle, à base d'ingrédients marins et aussi respectueuse qu'efficace. Formidable. Donc c'est ce qui t'a marqué ces 12 derniers mois. Quels sont tes enjeux sur les 12 prochains ? Alors, si je dois en nommer 3, je dirais que le premier, ça va être évidemment la sortie de nos 2 nouveaux sites. Du coup, voilà, s'assurer que tout se passe bien. B2B, Oui, B2B, et l'autre B2C, c'était quoi, pardon ? C'est France et Allemagne. Ok. Donc voilà, donc s'assurer ça, c'est le premier challenge. L'objectif, c'est vraiment de diffuser du coup le positionnement de marque, de proposer aux clients une expérience sympa et de générer de la conversion évidemment. Le deuxième, je dirais que c'est la fidélité. Parce qu'on a déjà commencé à bien travailler notre marketing automation et les newsletters. Là, l'objectif, c'est vraiment d'aller sur donc, un vrai programme de fidélité et de mieux qualifier aussi notre base de données. Et un troisième, la visibilité, je dirais, avec... on vient de se lancer sur TikTok. Et donc là, les objectifs, ça va être d'aller plus loin en termes de visibilité sur TikTok et Instagram. Qui est ton persona ? Je dirais que mon persona, aujourd'hui en tout cas sur le site e-commerce, c'est une femme d'environ 45 ans qui a quand même un joli panier d'achat beauté et qui est plutôt addict beauté, qui fait hyper attention à ce qu'elle met sur sa peau et qui consomme responsable. Ok, compris. Est-ce que tu as un type, un apprentissage à nous partager, applicable dans 10 minutes? Oui, depuis que je suis arrivée, ce qui m'a surpris, c'est en fait à quel point notre base de données déjà des clients existants pouvait être riche en apprentissage et en travaillant de façon beaucoup plus poussée toute notre stratégie, notamment d'emailing et la façon dont on parle aux clients et tous les scénarios qu'on met en place derrière une fois qu'on a un point de contact avec eux, ça a été hyper enrichissant. Tant parce qu'en termes de vente, mais aussi en termes d'apprentissage sur ce qui fonctionne. Voilà. Donc pas hésiter à faire de l'A/B testing et à bien travailler sa base de données. Sur vos bases existantes. Mais toi, tu as un enjeu qui est quand même assez important, si je dis pas de bêtises. Vous avez plusieurs milliers de points de vente pour lesquels vous n'avez aucun contact avec le client final. Non, c'est les pharmaciens du coup qui sont nos représentants, c'est les responsables de magasins bio qui sont nos représentants à ce moment-là. Est-ce que tu arrives à récupérer une partie de la donnée ? Alors, tu vois, tu peux avoir un QR code sur l'emballage, tu peux avoir, comment est-ce que tu as des tips à nous partager là-dessus ? On a du mal, on a essayé le QR code, on a essayé des outils Figito qu'on a des stop rayons Figito, etc., qui en fait ne sont pas très scannés. Ok. On a aussi essayé sur nos emballages d'avoir des QR codes, c'est pas utilisé, donc. En tout cas, on n'a pas encore trouvé la bonne façon de parler directement à nos clients pharmaciens. Alors, on y arrive à travers les groupements forcément avec lesquels on travaille parce qu'on réussit à négocier d'avoir de la data, d'avoir du sell-out, voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé la solution en tout cas pour parler directement à nos consommateurs qui passent en tout cas en pharmacie ou en magasin bio. Quel est le poids de l'e-com versus le reste ? On va arriver aux alentours de 15%. Ouais.
Donc potentiellement 85% de contacts à aller chercher d'une manière ou d'une autre. Exactement. Ok. Et quel est le poids des marketplaces? Le poids des marketplaces, je pense qu'il est autour de 5% là-dedans. Là-dedans. Oui. Donc dans les 13%. Ok, d'accord. Donc les 13% que vous faites en digital incluent les marketplaces. Ok, compris. Chanez, merci. Il faudra qu'on fasse un épisode plus long. Avec plaisir. Ça marche. À plus. Merci beaucoup, à bientôt. Salut Cyril. Salut, Alors, Laurent. tu es le cofondateur de la Halle des Chefs que vous pourrez retrouver, chers auditrices, chers auditeurs, sur Halle des Chefs, Halle au singulier, halledeschefs.fr. Exactement. Raconte-moi ce que c'est. Nous, notre mot de jour, en fait, c'est simplifier l'accès aux meilleurs producteurs de toutes nos régions et soutenir aussi une alimentation assez durable. C'est important pour nous. Ok. Vous avez lancé en avril 2022, donc tu vas fêter ta première année. T'as quelques cheveux et poils gris sur ta barbe. C'est ta première aventure? Il y en a eu d'autres? Il y en a eu d'autres. J'ai été dans le digital depuis le début, avec une expérience dans les années 2000 pendant la bulle. Société qui s'appelait Bibloom, on vendait des fleurs. Bibloom. Ouais, Okay. on était arrivé deuxième derrière Aquarelle, c'était pas mal. Et après, beaucoup dans la pub digitale, chez Lagardère notamment, et une expérience où j'ai monté une boîte avec un associé qui s'appelle The Monetizer, la boîte. Pub sur Internet, très compliqué, tu branches des SSP, DSP, etc., etc. Et après, la Halle des Chefs. Et du coup, en retour au terroir. Retour au terroir, on est 3 associés hyper complémentaires. Richard qui a un background très hôtelier, il était patron de Relais Château, etc., etc. Et Florence qui vient aussi de l'école hôtelière et qui avait monté un magazine qui s'appelait Fine Bouche, qui parlait des producteurs et des chefs. Ça tombait bien. Ça tombait bien, ok. Donc vous lancez il y a un an, en avril 2022, B2C, B2B? B2C au départ. Ok, et raconte-moi ces 12 derniers mois, quel est l'élément marquant de la Halle des Chefs? Alors l'élément marquant déjà c'est Noël évidemment, là, ça a été de la folie. Déjà l'élément marquant c'est le lancement, C'est accessoirement. le lancement. Parce que ça fait même pas un On an. l'a lancé comme on est là maintenant, on est à 50 de producteurs. Ok. Comment vous les cherchez? Alors c'est les chefs qui nous les passent, Recommande, ouais. qui nous les recommandent ou on en trouve, on en source et on les fait valider par nos chefs référents. On a une dizaine de chefs référents. Donc c'est des produits en direct producteur, validés, curés par des chefs que je peux avoir chez moi ou par vous, que je peux avoir dans ma cuisine. Exactement. Ok. Sec et frais. Sec et frais. Alors ce qui est un enjeu. Un énorme enjeu. Ok. Le frais. Le sec c'est facile par rapport au frais. Le sec c'est facile. Vous avez des huîtres, je crois, dans le. On a des huîtres du bassin naturelles, on a une très bonne filière de foie gras, on fait du caviar. Ah, le foie gras, ça peut rester au frais. Enfin, oui, mais tu vois l'huître, c'est quand même particulier, quoi. qu'à Noël, tout le monde veut faire son foie gras, donc t'es que sur du foie gras cru. ok. Et donc je t'ai coupé, pardon, mais l'élément marquant de ces derniers mois. L'élément marquant, c'est quand on commence à passer au B2B. C'est-à-dire que octobre-novembre, on commence à avoir nos chefs référents qui nous disent « J'aimerais bien que tu me livres tel produit de tel producteur que j'ai pas, parce que moi j'en ai marre d'appeler les producteurs, c'est super compliqué. » Et ça fait une sorte d'effet boule de neige. Ok. Et on commence à les livrer, on commence à contacter d'autres chefs. Et voilà. Donc une transition B2C, B2B ou un ajout? Tu complémentes? Un ajout. Ok. Un ajout parce qu'on veut continuer à travailler la marque sur le B2C, sur les réseaux sociaux, etc. Parce que de toute façon, la marque, elle est hyper jeune. Et avoir un énorme driver en B2B. Parce que quand tu es en B2C, on est sur l'achat plaisir, donc tu es sur de la saisonnalité. Donc je te cache pas, quand tu fais Noël, où c'est sublime en termes de chiffre d'affaires pour un lancement, après tu te trouves en janvier, les gens ne vont plus trop acheter chez toi, ils achètent nettement moins. Par contre, les restos, c'est toujours ouvert. Donc compléter ton business avec le B2B te permet d'avoir une certaine plus de régularité, peut-être de lisser le business. Exactement. Ok, avec des paniers d'achat, j'imagine, plus élevés. Avec des marges nettement moindres, mais avec des paniers d'achat nettement plus élevés. C'est-à-dire que quand tu vas livrer... là, on fait une vente flash, par exemple, de Maury, qu'on fait à la fois sur le B2C et sur le B2B.
C'est un producteur de morilles qui fournit tous les chefs, tous les grands chefs, et qui arrive à élever des morilles. Ce que je savais pas moi au départ. Je savais pas que tu pouvais élever des morilles. Eh ben tu peux élever des morilles. Tu te retrouves avec nous on vend sur le site B2C, on va vendre par panier de 500 grammes ou de 1 kg. Et là demain on envoie des paniers de 8 kilos pour la semaine pour tel ou tel chef. Ok. Intéressant. Pareil. Je pense que alors j'ai déjà raconté cette histoire, mais on a lancé il y a quelques années un site qui s'appelait Au Barbershop avec un associé qui vend des produits pour barbus et barbiers. Et en fait, on a directement commencé par le B2B en allant équiper les coiffeurs, les stylistes, parce que tu avais des paniers d'achat à 500, entre 500 et 1000 versus 50 à 100 pour le B2C, ce qui assure du chiffre, peut-être des marges moindres, mais en tout cas sur le volume de la marge quand même, et d'alimenter en tout cas les actions B2C, les B2C derrière. Tes enjeux sur 2023, qui a déjà bien commencé, sur les 12 prochains mois? Logistique. De toute façon, la logistique, c'est surtout quand on fait du frais. C'est casse-tête dans ton domaine. Casse-tête. Ouais. Casse-tête parce que à la fois tu es et pour les clients particuliers, t'es obligé de prendre rendez-vous avec eux entre guillemets. C'est-à-dire qu'on leur fait choisir une date de livraison parce que tu peux pas les livrer et puis ça reste devant chez toi et ton produit va être périmé. Enfin, il va rester à l'air toute la journée. Et acteur de livraison, t'en as qu'un en France. C'est Chronofresh pour les particuliers. Ok. C'est tout. Ok. Donc ça te fait des prix. Ça représente une part importante du panier. De quel ordre? Quand on te fait payer, on essaye d'éduquer les gens en leur disant que ça coûte quand même assez cher. Actuellement, alors on a un peu varié les prix livraison, mais actuellement, si tu veux te faire livrer, ça te coûte 14,90 € si tu veux te faire livrer en frais. Tu te dis c'est super cher. Okay. Et que tu peux pas inclure ça dans le prix. Quoi. En fait, ça te coûte. Je peux pas. Alors, je peux pas l'inclure dans le prix parce que on est sur un principe. Tu peux pas faire de livraison gratuite, c'est ce que je veux dire, pardon. On peut pas faire de livraison gratuite. Inclure dans le prix du produit, on est sur notre mojo. Notre principe, c'est de faire du direct producteur. Donc, c'est d'aider les producteurs. Donc, on va pas vendre c'est bien parce que je pense 10 € plus cher. On commence un peu à rééduquer les gens sur le fait que la livraison, c'est un travail, c'est du temps et c'est potentiellement du budget. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Sarenza ou Zappos, je sais plus, mais qui fait maintenant payer les retours, si je dis pas de bêtises, les retours. Bon, bref, il y a un gros acteur de la chaussure qui fait maintenant payer les retours parce que c'est pas gratuit, que c'est un coût, quoi. Ok. Donc seul avantage qu'on a. On n'a pas de retour à faire. C'est du frais. Ouais. T'aimes ou t'aimes pas, mais sauf si c'est périmé. Donc un enjeu logistique. Est-ce qu'il y a un autre enjeu? Autre enjeu, réinventer le canal de vente qu'on a sur les chefs. Un chef, au début, on s'était dit bon, ok, on va faire un site B2B. Un chef, ça a son téléphone, c'est tout. Sérieux? Ok. Donc ça va t'appeler. Ouais. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Au mieux t'envoyer un email. Donc le canal, c'est son téléphone. Donc on est en train de voir où passer. T'as des applis pour les chefs. Je vais pas en citer, mais enfin si je peux en citer. Il y a Choco par exemple, qui est une appli spécifique pour la restauration. Donc tu passes par ça. Ça ressemble à une sorte de WhatsApp. Et il y a une autre appli, pas très connue, qui s'appelle WhatsApp, où ils sont en train de monter un système de catalogue. Quand tu es dans une conversation, tu pourras voir les produits, etc. Ah. Et ça, tout l'enjeu, ça va être ça. Parce que alors là tu as tout gagné. Alors, oui, ok, pardon. Oui, j'entends. Excuse-moi, je te coupe. Tu te loques avec le chef, tu fais une conversation avec lui, il peut voir tes produits. Il te dit, je veux ça. Tu lui dis, ah non, mais ça, on peut pas te livrer demain. Tu discutes avec lui. Et puis, l'idée, c'est d'automatiser ça. Tout le monde a WhatsApp. Tout le monde a... Cool. Sachant que l'approche super app de WhatsApp, ça fait longtemps qu'on en parle, ça vient doucement, il y a la l'API business qui est ouverte il y a 1 an. Ouais. Voilà, faut pas compter dessus pour non. Quoi. Mais c'est l'enjeu de 1 ou 2 ans. Est-ce que t'as appris quelque chose ces derniers mois qui a changé ta vie et un conseil que tu peux donner du coup à nos auditrices et nos auditeurs? Ta personae, c'est pas sûr que ça soit la bonne au final quand t'as démarré, quoi. Ok, celle que tu définis au lancement, c'est pas forcément celle qui va t'acheter. Ah oui, clairement. Ok. Ça vous impacte, non, sur les réseaux sociaux par exemple? Ça nous impacte sur les réseaux sociaux du B2B, parce que des chefs, des particuliers. Tu t'aperçois que on a fait un mapping là de tous nos clients. On est
très périurbain, plutôt donc des gens qui sont pas en pleine ville et qui peuvent pas aller chercher des produits de qualité rapidement. Plutôt sur l'est de la France. Donc ça part de Alsace et Lyon et on descend sur Marseille. Pays Basque par exemple, on a personne, c'est normal, ils ont tout. À proximité, sur les marchés, bien sûr. Et bon pouvoir d'achat, normal. Et plutôt âgé. Et donc ton apprentissage ou ton conseil, rechallenger, regardez les stats que vous avez. Je donne un exemple, toujours les ventes flash, on fait un peu de pub sur Facebook. Quand je regarde les gens qui regardent et qui cliquent, ça commence à 50 ans. Ok. Donc, il faut que tu fasses de la pub télé. Oui. La pub télé, c'est de moins en moins cher, c'est de masse et c'est en général des populations assez âgées. Ok. Et on a par contre nous notre gros driver c'est Google Shopping. Quel budget? Bon, on est en budget test pour l'instant, mais on avait sur novembre-décembre, c'est le fameux ROAS. Ouais. 30, on mettait 1€, on gagnait 30 Non. €. Si. Sur Google Shopping? Ouais. Pendant 15 jours, pendant 15 jours, un mois, là, pendant la période de Noël. Foie gras, caviar, champignons peut-être. Foie gras, beaucoup. Foie gras, ok. Foie gras, truffe. Excellent. Cyril, merci infiniment pour ce petit moment. On se reparle très rapidement, je l'espère. Merci. Salut Pauline. Salut Laurent. T'as 2 choses à me raconter. Déjà, t'es la fondatrice de En Mieux, en-mieux.fr, mais tu as un podcast qui s'appelle Communautaire, qui parle d'impact. Ok. J'interviewe que des acteurs qui sont engagés et chaque épisode répond à la question en quoi ton projet contribue à un monde meilleur. Et donc du coup, on est là aussi pour inspirer tout un chacun en donnant des idées concrètes pour se dire en fait comment on peut mieux consommer. Quand est-ce que tu as lancé le podcast ? Je dirais il y a 1 an et demi, juste avant le lancement de la marketplace. Est-ce que tu avais déjà en tête de lancer la marketplace En Mieux quand tu as lancé le podcast ? Clairement. Génial, un beau cas d'usage de ce que je recommande à tout le monde. Si vous avez une idée business, il est déjà trop tard pour lancer une stratégie de contenu, quelle qu'elle soit. Et un podcast, c'est super parce que tu interroges du coup des marques qui ont un impact. Tu sensibilises une audience de gens qui sont intéressés par le sujet. Et au moment du lancement, tu as déjà une audience, un bassin d'audience à laquelle tu peux communiquer ton lancement entre autres, tes valeurs, ton ADN. Et je dirais que c'est d'autant plus vrai pour ceux qui sont en reconversion et qui savent pas trop comment entrer dans un écosystème. Du coup, de fait, tu parles d'impact d'un sujet qui te tient à cœur, sur lequel après tu vas construire ton business derrière. Et en fait, ça crée effectivement toute la stratégie de contenu. Et tu rentres dans cet écosystème, tu as plus de facilité ensuite à aller démarcher tes clients, tes marques. C'est un excellent moyen de créer votre réseau, d'agrémenter, d'augmenter votre réseau, de rencontrer les gens qui comptent, d'avoir des idées auxquelles vous auriez peut-être pas pensé autrement. Et puis tu t'enrichis aussi de l'expérience de toutes ces marques-là, de tous ces acteurs-là, et donc toutes ces stratégies-là, après derrière, c'est plein de super tips, au même titre que tous les podcasts qu'on peut écouter sur le réseau, et de dire en fait, finalement, vu qu'on l'a entendu, qu'on s'est imprégné au travers d'un échange, on est vraiment en one-to-one, après tout ça, en fait, c'est vraiment une sorte de super leçon de mentoring, et en disant, oui, en fait, moi je sais ce que je vais appliquer parce que je l'ai entendu et je sais ce qui marche un peu moins bien. Donc, très clairement, s'il y a un sujet qui vous intéresse et que vous vous dites peut-être un jour je me lancerai là-dedans, créez une newsletter, créez un podcast, écrivez des articles, faites des interviews, peu importe, mais commencez dès à présent, ça vous servira, même si c'est finalement pas ce que vous faites, ça vous servira. Donc tu es la fondatrice de En Mieux. C'est quoi En Mieux ? En-mieux.fr, je l'ai dit. Exactement. C'est une marketplace éco-responsable. Donc concrètement, c'est quoi ? C'est en fait le site où on peut trouver tous les produits du quotidien qui contribuent à avoir un meilleur impact. Donc c'est tous les produits qui permettent de mieux consommer, que ce soit pour l'alimentaire, la mode, la cosmétique, mais aussi les produits pour l'entretien de la maison, les compléments alimentaires, toute la partie santé au naturel. L'idée, c'est de se dire, c'est que finalement, sur toute la journée de toi, de ce que tu vas manger demain matin au petit-déj, de ce que tu vas mettre sur ta peau, des vêtements que tu vas porter, tout ce que tu vas faire ton quotidien, tu vas trouver des alternatives qui sont beaucoup plus respectueuses de la planète, qui vont préserver ta santé aussi. Et aujourd'hui, ça n'a échappé à personne aussi, l'impact, l'environnement, le changement climatique. En fait, on est tous acteurs de ce changement-là. Et en fait, moi, je ne fais que mettre en lumière toutes les marques qui sont réellement engagées et je les offre sur un plateau pour permettre aux gens de mieux consommer. Tu as lancé il y a 1 an ? On va fêter les 1 an en avril. Ok, raconte-moi l'événement marquant de cette année, en dehors du lancement, évidemment. Je dirais, alors c'est pas forcément quelque chose de ultra positif, mais c'est ce qui m'a marqué, c'est toutes ces marques, ces DNVB qui ont du mal à performer sur le web.
Et c'est quand même aussi beaucoup de marques qui arrêtent et en fait qui ont des vraies valeurs. Et en fait, c'est assez déroutant de se dire que c'est toujours finalement un peu les mêmes qui gagnent. Tous ceux qui ont des gros budgets marketing avec beaucoup de greenwashing, souvent, parfois, qui vont finalement écraser tous ces petits qui ont un impact qui est vraiment total sur toute la chaîne de valeur des produits, qui ont un sens éthique, qui vont ensuite faire attention à pas mettre une étiquette qui va se jeter avec la colle, qui va être vraiment avec un effort particulier, vraiment aussi jusqu'à l'emballage, la manière dont les produits sont packagés. Et se dire, en fait, c'est un peu dommage de voir que finalement, elles ont du mal à se créer une place sur le marché. Donc moi, je leur offre un circuit de distribution d'une part, mais en fait, ce qui est marquant, c'est de voir que les consommateurs qui se disent sensibilisés, finalement, passent assez peu à l'action. Ça me fait penser à une discussion que j'ai eue il y a quelques jours avec un gros acteur d'un grande distrib et qui en fait c'était dans le secteur bancaire et qui me disait en fait toutes ces petites DNVB et là-dedans il y avait même Conto, tu vois, qui est plus une petite DNVB. Okay. Toutes ces petites marques de banques qui réinventent la fintech ça nous fait doucement rigoler. En gros. Enfin, il disait, il parlait pas pour lui, mais il disait dans le monde de la banque et dans les hautes sphères de ces grandes banques, ça les fait doucement rigoler parce que c'est au final très difficile. Ils auront du mal, ils disparaîtront ou en tout cas auront du mal à percer. Oui, mais d'un autre côté, ils font aussi bouger les plus gros. Et c'est ça qui est intéressant. Tout à fait. C'est qu'ils contribuent. Il y a cet impact à créer sur cet les impact usages. commun. Voilà. Et je pense que les plus gros, ils voient cette vague arriver. Peut-être eux qui vont gagner au final. J'en sais rien. Je pourrais pas le dire. Je pense qu'il y a quand même pas mal de DNVB qui tirent leur épingle du jeu. Oui, bien sûr. Mais qui font bouger les plus gros et qui contribuent à aller dans un sens qui est commun à tous. Raconte-moi tes challenges sur l'année à venir. Trouver des clients, des clientes. Ouais, okay. Des clients qui veulent mieux consommer, se faire une place sur le web. Parmi les plus gros aussi, hein, parce que Marketplace, on est en concurrence avec les marques en elles-mêmes, les Marketplaces aussi qui fleurissent sur le marché. Donc c'est trouver des clients. Donc on mise beaucoup sur le référencement naturel. Ça fait partie, clairement, on parlait de stratégie de contenu tout à l'heure. Le contenu en fait partie, ouais. Et du coup, raconte-moi justement les pistes que tu vas utiliser ou explorer pour aller chercher des clients. Déjà, donc le référencement en soi, article de blog, donc vraiment placement de mots-clés. Donc là, je deviens la pro de l'article de blog entre certains outils qui sont hyper pratiques sur Docker, ChatGPT aussi qui permet d'avoir des fiches produits ultra optimisées. Donc ça, c'est hyper important également. Raconte-moi comment tu l'utilises. En fait, tout simplement déjà, il faut utiliser aussi des outils tels que les Google Search Console pour voir quels sont les mots-clés ou les pages qui sont en page 2 qu'il faut faire passer en page 1 sur celles finalement sur lesquelles on a moins d'efforts à faire, pas aller chercher les pages où on est en page 100, effectivement l'effort est beaucoup plus important. Donc aller chercher ces mots-clés-là. Le lowest hanging fruit en anglais, c'est le fruit le plus facile à attraper, quoi. C'est exactement celui-là. Donc parce que le Graal évidemment c'est d'être en page 1 ou sur les premiers résultats de la première page. Ça c'est la première chose. Donc identifier les sujets principaux sur lesquels qu'il va falloir aborder. Donc soit parce que ça correspond à une thématique particulière ou des produits qu'on a identifiés, ou justement parce qu'on a ces produits qui sont en page 2 qu'on va faire remonter en page 1. Utiliser aussi les outils type les questions-réponses, notamment sur Google, qu'est-ce que les gens ont posé comme questions pour comprendre un peu les thématiques. Utiliser des titres qui sont hyper accrocheurs avec et des choses qui sont assez marquantes. Par exemple, un point d'interrogation va mieux convertir que juste une phrase. Okay. Quand tu mets entre parenthèses également, le titre est beaucoup plus accrocheur quand il y a une parenthèse. Donne-moi un exemple. Là, j'en ai pas forcément, mais si, par exemple, un exemple hyper parlant, c'est lexique des mots éco-responsables, entre parenthèses, édition 2023. Et la date, dès qu'il y a une date, ça convertit de ouf. Okay, surtout si tu es le premier en 2024 à mettre à jour ton site et qu'il switch en 2024, que tu fais un remplacer 2023 par 2024, tu peux gagner grave de première position parce que tu as mis une date dans ton titre, quoi. Donc il y a le titre, il y a le placement de tous les mots-clés, et après j'utilise Docker qui permet d'optimiser, donc de Comment voir. Tu l'écris, Docker? D-O-K-E, je suis pas sûre. I ou Y. Ok. Ouais. Et qui permet de voir déjà le nombre de mots de tes articles concurrents, donc du coup de faire plus en termes de nombre de contenus, et ensuite de placer tes mots-clés. Ils vont te dire si tu as bien placé ton mot-clé, s'il est assez récurrent, si celui-là tu l'as trop bien placé. Et exactement, c'est exactement ça. D-O-K-E-Y.io, Docker. Et donc, en fait, tu rédiges ton article de blog. Moi, j'utilise pas mal ChatGPT pour utiliser des bénéfices sur certains articles en disant quels sont les bénéfices d'eux, ou en utilisant des titres H1. Je demande, donne-moi 3 titres, des idées de titres H1 ou 3 idées de titres H2 pour tel sujet. Et ensuite, je reconstruis l'article à l'intérieur. Et ensuite, je vois avec cet outil Docker si mon mot-clé il est bien placé en début, au milieu et en conclusion. Si je l'ai bien mis de manière récurrente. S'il y a trop de répétitions, du coup, il va me l'indiquer. Et du coup, je trouve des synonymes, quoi.
Ok, Et formidable. bingo. Donc stratégie de contenu, article de blog beaucoup. J'ai du coup pas de tips à te demander parce que tu viens de m'en donner un beau. Chères auditrices, chers auditeurs, en-mieux.fr et vous retrouverez Pauline. Quel est ton nom de famille, pardon, je t'ai même pas demandé. Ebel, E-B-E-L. Pauline Ebel sur LinkedIn. Merci Pauline. Avec plaisir, merci Laurent. Au revoir. Salut Hélène. Bonjour Laurent. Hélène d'Oliveira, D''Oliveira, Exactement. qui est en face de moi et qui est la fondatrice ou la cofondatrice La fondatrice. La fondatrice de Minus, que vous pourrez retrouver sur minusfrance tout attaché FR. .fr, minusfrance.fr tout attaché. C'est quoi Minus France? Alors, Minus France, ou Minus, pour les intimes, comme j'aime le dire, c'est donc un site de vente de vêtements d'occasion pour les bébés. Donc, pour les bébés, ça veut dire du 0 au 36 mois, avec deux particularités, qui est la vente de lots ou de tenues. Donc, il y a très peu de pièces à l'unité, en fait, sur la boutique. Et la deuxième particularité, qui est liée au modèle d'abonnement, où les parents peuvent choisir de recevoir une box tous les mois ou tous les 2 mois, selon 3 critères définis sur le site. Et ces box, nous les voulons circulaires, donc c'est-à-dire qu'on va faciliter le retour pour les parents pour les initier à cette logique circulaire. Ok, c'est dans l'air du temps. Il y a déjà pas mal d'acteurs, quelques acteurs sur le marché. Mais je trouve que l'idée de box que tu reçois et que tu peux renvoyer, elle est intelligente, elle est différenciante. Vous le savez certainement si vous avez des enfants, chers auditrices, chers auditeurs. Si vous ne le savez pas, c'est une tannée. Le 0-1 mois, le 1 mois 3 mois, le 3 mois 6 mois, le 6 mois 12 mois. Et donc c'est intéressant, je trouve, cette idée de circularité. Oui, c'était toute l'idée, en fait, c'est de se positionner entre des acteurs, donc des gros acteurs qui sont déjà sur la mode seconde main pour les enfants, soit qui le font tel que Smala, on en parlait tout à l'heure, ou aussi comme peut le faire Vinted. Et l'idée de Minus, c'était de reprendre un petit peu les codes des deux côtés, tu vois, d'amener la qualité des vêtements seconde main tels que le fait Smala, et d'amener la logique de lot et de tenue telle qu'on peut la retrouver sur Vinted, en amenant la qualité et la circularité. Et comment tu définis les lots? Et comment on définit les lots? Enfin, moi, en tant qu'acheteur, je choisis une couleur, ou acheteuse, une couleur, un thème, une saison. Alors, les lots, ils sont déjà définis. En revanche, ce que tu peux définir, c'est quand tu t'abonnes et pour la box, tu vas avoir un petit questionnaire assez rapide à remplir, dans lequel tu vas préciser surtout ce que tu ne veux pas. Donc, tu vas nous donner le nom de ton enfant, la taille qu'il porte, parce que ça aide pour avoir les bons vêtements. La saison, nous, on l'adapte parce que en fonction de où tu es, si tu es à Bordeaux, en plus, comme nous, ça va, on pourra suivre la saison. Et tu peux nous dire, je n'aime pas les rayures, je n'aime pas le rose, je veux pas que ma fille elle soit en paillettes. Et donc on va te créer la box fonction de ces quelques critères que tu nous auras donnés. Alors, c'est ta première société? Non, c'est la deuxième. La deuxième, c'était quoi la précédente? Ouais, la première, c'était une micro-entreprise d'accompagnement au lancement et au développement d'activités, donc HDO, développement d'opportunités, puisque j'étais piquée d'entrepreneuriat donc, très jeune. Donc, tu étais dans le service et t'accompagnais des entrepreneurs. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as appris pendant ces 7 ans que tu appliques à Minus, que tu viens de lancer, puisque tu as lancé en janvier Minus, 2023. C'est tout frais. Ouais. Minus, c'est tout jeune. Et donc, qu'est-ce que j'ai appris avec cette première expérience? J'ai appris que l'entrepreneuriat, c'est passionnant. Et donc, quand on est porté par une passion, on a envie de faire toujours plus et notamment d'apprendre toujours plus. Mais il faut savoir poser la limite. Jusqu'où j'apprends, et je fais seule, et jusqu'où j'apprends pour savoir suffisamment de choses et m'entourer des bons experts. Et c'est une logique que j'ai eue avec Minus. J'ai fait une première version bêta de site qui était sur Wix, qui était là. et après, je suis allée chercher un expert pour faire développer le site tel qu'il est aujourd'hui, et je suis ravie. Mais la V1, c'était Wix. Ouais. Ok. Enfin, la V1, il y a quelques mois, du coup. Oui. Et là, tu es sur WordPress avec WooCommerce? Oui. Ok. Des conseils à donner sur cette... Donc, tu t'es fait accompagner déjà? Oui, voilà. Pas franchement de conseils parce que j'ai essayé une fois seule et je me suis arraché les cheveux, donc je me suis dit oulala, c'est pas pour toi. Donc le conseil en fait, c'est d'aller chercher l'expert si vous ne savez pas faire et de prendre le contrat de maintenance avec cet expert parce que ça permet de s'assurer ces petits rappels d'expertise tout au long du parcours et c'est hyper facilitant.
Ok, excellent. Quels sont tes chantiers sur les prochains mois? Ton ou tes chantiers? Alors, le principal chantier, enfin les principaux en fait, c'est de développer la visibilité, la notoriété et donc d'enclencher davantage de chiffres pour Minus, vu qu'on vient de se lancer, c'est tout à fait d'actu. Et l'angle que je suis en train de prendre en fait, c'est le B2B2C avec un premier partenariat entreprise là, qui va commencer en avril et qui prend différentes formes. En fait, les collaborateurs pourront vendre les vêtements à Minus, puisqu'aujourd'hui je me source auprès de particuliers. Donc l'idée c'est de dire je suis présente sur le lieu de travail et je vous facilite toute cette logique de collecte. Et ensuite on enclenche un partenariat avec le CSE et ça c'est une super nouvelle parce que ça veut dire que le CSE va m'aider à démocratiser cette consommation heureuse et vertueuse. Ok, donc aller chercher des ambassadeurs dans le B2B sur un secteur, le textile en plus en B2C qui est pas évident quoi. Exactement. Très bien. Est-ce que tu as un conseil à donner sur un apprentissage, quelque chose qui pourrait servir nos auditrices, nos auditeurs? Un apprentissage, donc au-delà de s'entourer des bons experts au bon moment. Moi, j'ai opéré un pivot 2 mois et demi avant le lancement du site. Ok. Parce qu'en fait, mes prospects, mes clientes, parce que j'aimerais dire clients, mais en fait ce sont des clientes. Mes clientes potentielles m'avaient fait un certain nombre de retours et j'avais pas trop voulu les entendre. Et c'est comme si à 2 mois du lancement, tu vois, d'un coup, je m'étais dit merde, faut ouvrir les yeux. Oups, je sais pas si on a le droit de dire des gros mots, mais c'est pas grave. On avise. Je suis chez moi, j'ai le droit. Et ça, donc le gros apprentissage, c'est d'oser ouvrir les yeux sur son modèle, de vraiment écouter les retours des gens, parce que tous les retours ne sont pas bons à prendre, tous les conseils ne sont pas bons à prendre, mais parfois ça peut amener à un mieux. Donc oser ouvrir les yeux et se lancer et pivoter si besoin. C'est hyper difficile quand tu es entrepreneur de placer ce curseur entre ta conviction et ton insight. Oui. Et je pense que il y a pas de comment dire de solution à cette question, mais savoir en permanence se remettre en question sans perdre non plus ce qu'on a dans les tripes et ce qui nous fait avancer. Exactement. C'est un enjeu quoi. Ok, cool. Voilà ce que j'ai à te partager. Je suis ravie parce que j'ai l'habitude de faire tous mes trajets à vélo avec le panier dans les oreilles. Donc là, c'est un grand honneur. Bah écoute, génial. Hélène, enchantée. Vous retrouverez Minus sur minusfrance.fr toujours. Et si vous avez des idées pour Hélène, surtout n'hésitez pas. Hélène d'Oliveira sur LinkedIn. Merci Hélène. Merci Laurent. Salut. Salut Marion. Salut. Alors tu es la dernière invitée de cette série d'enregistrements que j'ai fait en parallèle du petit déjeuner du panier. Très heureux de te recevoir. Tu es la cofondatrice de Soin de Soi. Tout à fait. Merci de me recevoir. Je t'en prie. Marion Teulière, Teulliere sur LinkedIn. Si, chers auditrices, chers auditeurs, vous avez des questions ensuite. Raconte-moi ce que c'est Soin de Soi. Alors, Soin de Soi, c'est né en 1999. Donc, on est 2 associés. Mon associé, elle a créé Soin de Soi en 1999. Au début, c'était un petit institut. C'est rapidement devenu un spa référent sur la région où on apporte du bien-être aux gens. Donc, au travers de soins, massages, soins visage, tous les soins qu'on peut retrouver en spa. On utilisait des marques de cosmétiques conventionnelles. Et les compos nous convenaient pas. Donc moi, je suis arrivée chez Soin de Soi. Les compositions, exactement. Je suis arrivée chez Soin de Soi il y a 11 ans. Au départ, je suis arrivée en apprentissage pour toute la partie commerce, marketing, développement. Et puis, rapidement, on s'est aperçu que les compositions, ça convenait pas, C'était des compositions le laboratoire que vous aviez acheté. Ouais, des marques qu'on utilisait en fait. Okay. Et il y avait beaucoup de réactions sur les équipes, sur les clientes. Et en fait, tu t'aperçois que ce que tu te mets sur la peau, ça va pas du tout. Donc, étant donné que ça n'allait pas, on s'est dit on va créer notre marque. On trouvait pas ce qu'on voulait sur le marché. On va créer notre marque et on a ouvert notre laboratoire de cosmétiques en 2015. Donc, on s'est associés pour ça. Votre propre laboratoire. Ouais. Il vous appartient. Il nous appartient. On a nos équipes, nos ingénieurs chimistes, nos opérateurs de production. Voilà. Excellent. A tout en interne. On voit souvent dans les startups qui se lancent en cosmétique des achats. Et même si c'est des formules sur mesure, mais c'est en général des formules sur mesure faites à façon. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Mais nous, vu qu'on n'y connaissait rien au métier, je pense que
on l'a fait et on l'a fait en fait parce qu'on voulait Ils comme ne ça savaient, parce qu'on ils ne voulait savaient pas que maîtriser. c'était impossible, donc ils l'ont fait. Ils l'ont quoi. fait, exactement. Ouais. Donc nous, on voulait maîtriser à 100%, on voulait savoir exactement ce qu'il y avait dans le cosmétique. On voulait du 100% naturel, on voulait du biologique, on voulait du local, on voulait un packaging clean. Donc nous, nos contenants, ils sont verts, ils sont consignés. Donc les gens, ils peuvent ramener le contenant ou le renvoyer. Et on bosse avec une société qui nettoie, stérilise et on réemploie en fait le contenant. Et on revalorise la pompe, le couvercle, on le recycle. Enfin voilà, on a toute une chaîne et l'idée, c'est d'avoir des compositions ultra clean, mais aussi et surtout d'avoir le moins d'impact possible sur l'environnement, de prendre soin de la peau, de la santé et de l'environnement. Génial. Soin de soi, soi.fr, si vous voulez aller voir, chers auditrices, chers auditeurs, les produits en détail. Donc, il y a plusieurs activités. Il y a des salons. Ouais, de soins, il y a la marque. Spas, il y a les produits avec le laboratoire. Ok. Et là, on ouvre notre école de formation. Votre école de formation. Au bien-être, Okay. au mieux-être, pour en fait diffuser notre savoir-faire et permettre aux gens de eux aussi prendre soin des autres. Formidable. Quel chiffre d'affaires ? On est à 2,8 millions sur l'ensemble des activités. Sur l'ensemble des activités. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui t'a marqué ces 12 derniers mois ? Dans l'e-commerce en général ou pour soindesoi.fr ? Pour soin de soi, alors nous on a pris un gros tournant sur le site internet parce qu'on était PrestaShop depuis des années. On a switché Shopify. Ok. Donc c'était une grosse transition, une refonte complète, donc c'est beaucoup de travail. Interne, externe ? En externe. Ok. On a pris une agence. Je peux te demander le coût que ça a représenté, toute cette migration, le redesign, le redéveloppement ? Bah, on en a eu pour 20 000 €. Ok, c'est pas cher. Ok, tant mieux. Mais c'est beaucoup de temps, sans compter le temps en interne pour penser le site, les équipes qui sont mobilisées pour toute la créa, le graphisme, tout ça. Donc ça a été un gros switch. On a switché en septembre de l'année dernière, juste avant Noël, quoi. Tu vois, le truc qui ne met pas du tout en danger. Quand même. Vous avez livré quand ? Septembre. Ah, septembre, c'était le lancement. Bah, ça va, t'as 3 mois pour essuyer les plâtres. Ouais, exactement. Okay. Donc ça, c'était un gros objectif l'an dernier. Et la deuxième grosse actualité, c'est l'ouverture de l'école qui est encore un autre domaine d'activité, mais la boucle est bouclée maintenant. Ok. Tes enjeux sur les 12 prochains mois ? Les enjeux sur les 12 prochains mois, c'est de passer un palier sur le e-shop. Parce qu'aujourd'hui, on met beaucoup de moyens sur la com, sur l'identité. On a des clients qui sont hyper fidèles parce je pense qu'on véhicule des valeurs qui sont très fortes et on est très engagé, on est très transparent dans ce qu'on fait. On est très implanté dans la région. Et on a des clients très fidèles partout en France et un peu en Europe. Mais aujourd'hui, on a besoin de passer un cap et de conquérir beaucoup de nouveaux clients. Comment tu vas faire ? Et on est très mauvaise sur la stratégie, tout ce qui est pub, ads, voilà. Ça, c'est pas du tout notre enjeu. Je pense qu'on fait un très joli site, tout est léché, tout est joli. On fait une jolie communication, des jolies vidéos. Mais là, il faut qu'on passe mettre les bouchées doubles pour attirer des nouveaux clients et nous faire connaître. Appel Cosa Vostra. Très bien, super agence. Vous avez de jolis visuels, pardon. C'est vous qui les faites ou c'est avec une techno type Omi ou Casper ? On a votre propre studio. Ok. Ouais, on a notre photographe. Quelle est la part du D2C sur les 2,8 millions ? Du site e-com grand public. De la vente grand public, du e-com. Ah oui. Nous, c'est 90. Sur les 2,8 millions, combien est-ce que vous faites en ligne ? En ligne, pardon, 800 000 €. Excuse-moi pour les acronymes. Moi, je suis pas très bonne là-dedans. Non, 800 000 €. Et du coup, les 2 millions qui restent, c'est quoi ? C'est où ? Ça va être les adresses, le spa, la boutique à Bordeaux, le B2B parce qu'on est implanté dans des hôtels. Ok. Voilà, majoritairement, c'est ça. Et le e-com est venu à quelle époque ? On l'a créé un an après la création de la marque, donc en 2015. En 2015. Ouais, 2015, okay. On a lancé les produits. On avait avant un site internet, mais c'était un site internet d'acheter des cartes cadeaux pour les soins. On n'avait pas du tout activité produit. C'était anecdotique. En décembre 2015, on lance les produits. En août 2016, on lance le site internet. On avait 8 mois de retard dans le lancement du site. Mais je crois que ça, c'est classique.
Enfin, à l'époque, c'était chaud d'être dans les timings. Écoute, je vais pas casser du sucre sur la concurrence, mais 8 mois, c'est long quand même de retard. Ouais. Est-ce que tu as un conseil à donner à nos auditeurs, nos auditrices, un apprentissage qui pourrait leur faire gagner du temps? Alors, le premier truc, c'est quand même de bien s'entourer. Quand c'est pas ton métier, le e-commerce, ça va hyper vite, ça change tout le temps. Il y a des codes à savoir et chaque métier est très spécifique. Donc, si tu penses tout pouvoir faire toi tout seul, tu peux essayer pour mettre les mains dans le cambouis, mais après, bien s'entourer, c'est hyper important dans chaque spécificité. Et après, nous, je pense que ce qui nous aide beaucoup, c'est de multiplier les canaux de distribution. Donc, on a le site internet avec plein de choses qu'on met en place, newsletter, réseaux sociaux. Là, on va mettre en place tout ce qui est sponsor, etc. On en faisait déjà, mais là, on va essayer de bien développer ça. Et après, nous, on combine avec beaucoup d'événements physiques. On aime rencontrer notre communauté. Dans vos boutiques, dans vos points de vente, dans vos salons, au laboratoire, dans nos adresses. On fait des événements, on fait des soirées de rencontres, etc. Et ça, rencontrer ça crée sa du communauté. lien. Ouais, ça crée du lien. Tu récupères de l'insight, tu crées du lien. Okay. Et puis, ça met des visages. Donc, c'est... en tout cas, c'est très riche et ça permet de découvrir l'autre facette, quoi, de rencontrer tes clients. Donc, 2 conseils que tu nous donnes. Bien s'entourer. Bien s'entourer. Évidemment. En négatif, tu dis aussi, en filigrane, tu dis aussi comprendre aussi. Donc mettre les mains dans le cambouis pour comprendre un sujet, mais ensuite bien s'entourer avec des experts. Mais le fait d'avoir compris le sujet vous permet de parler en tout cas la même langue. Petit 1, petit 2, rencontrer sa communauté. Évidemment, ça peut être du pop-up store, ça peut être de l'événementiel, ça peut être des lancements de produits, ça peut être, comme on l'a fait ce matin avec le panier, un petit déjeuner. Formidable. Merci infiniment. Avec grand plaisir. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causeavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.